Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je suis dans le sud de Tenerife, île Canaries, à El Médano, pour te présenter le nouveau Pentax 17. Alors mille merci à Digitphoto qui me l'a fait parvenir. Je vais pouvoir l'essayer, je dois rendre l'appareil. Ici j'ai Dakotak et ici en bas on ne la voit pas. Mais cet avis, pour être touriste, on m'a dit que c'était un appareil qui était plutôt ludique, plutôt pour s'amuser, plutôt pour commencer avec la photo analogique ou film argentique, voilà, quelquefois je perds mes mots. Donc je me suis mis dans le rôle du touriste et je vais essayer l'appareil, je te racontais mon opinion le plus sincère possible parce que j'ai entendu un petit peu de tous les sons de cloche. Alors voilà, c'est parti, mais avant je vais dire merci à mon sponsor, Arvia École de Photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que la théorie, mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Point important cependant, si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, tu voulais te former en utilisant le CPF, compte personnel de formation, et tu voulais te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par CPF, par contre on peut faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais bonne nouvelle, elle est appliquée depuis le 1er mai 2024. Et pourquoi bonne nouvelle? Parce que les rumeurs disaient que ça allait coûter 30% de la poche des élèves, que ce soit photographie ou n'importe quelle autre formation, et finalement ce n'est que 100 €. Je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer d'ailleurs. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Alors je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Allez, c'est parti! Un petit message important pour tous les haters. Non, je ne suis pas sponsorisé pour cette vidéo. Je dois rendre l'appareil, mais je dois avouer, reconnaître, j'espère que vous me pardonnerez, je vais conserver les photos que je ferai avec ces deux pellicules que oui, ils m'ont envoyées avec l'appareil. Une pellicule Kodak Color Plus 200 ISO et ASA, donc, enfin tu dis comme tu veux, et une Kodak Hectar 100. Donc, pardonnez-moi et un petit bisou, certains haters en ont besoin, je les sens un petit peu aigris. Allez, continuons. D'ailleurs, je n'ai même pas ouvert la boîte, donc je vais vraiment vous raconter ce que je vais découvrir. Vraiment, sincèrement, je ne sais pas ce que je vais trouver, voilà. Mais je sais déjà ce que je vais mettre dedans, si ça marche. Alors, je n'ai pas encore ouvert la boîte, je vais l'ouvrir tranquillement pour que tu vois les premiers plans. Alors, c'est un appareil photo qui fait des demi-cadres, c'est-à-dire que sur une pellicule de 36, j'ai 72 photos. Donc en total, je vais avoir environ 150 photos. Alors pour moi, c'est déjà un inconvénient, puisque pour moi, 36 photos, c'est déjà énorme pour le genre de photos que je fais, la manière de faire les photos. Mais je pense que dans un contexte voyage et tout ça, ça peut être intéressant. Donc je vais mitrailler tel le touriste japonais des années 60 et faire un max de photos, voir ce qui se passe. Voilà. Mais ouais, mon inconvénient pour moi, 72, waouh, ça fait beaucoup. Mais on va voir le contexte parce que je pense que chaque appareil a son contexte. Alors, sincèrement, quand Pentax a annoncé cet appareil photo, moi j'étais très déçu parce que moi j'attendais un remake d'un appareil photo réflexe de Pentax. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc ma première impression était négative, mais je n'avais pas encore vu l'appareil et je me suis dit c'est super que Digitphoto me le passe maintenant, ça va faire 3 semaines ou 1 mois qu'il est sorti. Donc j'ai oublié ce premier choc mental et je vais découvrir cet appareil comme si Pentax n'avait en fait jamais existé. Un nouvel appareil apparaît, est-ce qu'il est intéressant ou pas? Donc je pense que ça va être la manière la plus saine d'essayer cet appareil, en oubliant toute l'histoire de Pentax qui est quand même une histoire fantastique dans le monde argentique et voir ce qu'il nous propose aujourd'hui. Voilà.
Alors, j'ai fait cet unboxing en direct. Ce que j'ai enregistré, c'est vraiment, j'ouvrais la boîte pour la première fois, j'ai mis le film pour la première fois et tout ça. J'étais tellement content, je me suis dit, tiens, tu vois, tu as vu sur l'unboxing, on voit l'ouvrage de boîte, comme on dit en français, quand j'ai l'ouverture de la boîte, quand j'ai mis, il y avait un plastique dessous parce que c'était un petit peu mouillé, les cailloux, j'étais en train de faire ça. Puis je me suis dit, tiens, ce plastique, il est très bien parce que ça fait un fond blanc, je vais faire un premier plan avec l'appareil dessus. Il y a eu une rafale de vent qui a soulevé la poche, et comme ça pèse vraiment que dalle, ben, il est tombé par terre. Et j'ai fait deux petits pocs, un là, donc je peux confirmer que c'est solide. C'est comme ceux qui font les tests de jeter un iPhone par terre quand il sort quand le nouveau sort, voir si c'est solide. Ben, j'ai fait ce test, et donc j'ai tout de suite contacté Digiphoto. Je dis bon, il est tombé, vous inquiétez pas, je le rachète. Et ben, attends, t'es pas obligé de racheter l'appareil, ça peut arriver, t'inquiète, on le vendra de casse, c'est pas grave. Et puis je me suis dit, mais c'est que cet appareil, en fait, il me rappelle celui-là. Ça, c'est mon premier appareil photo, un Kodak 177X. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus. La simplicité, tout ça, sauf que ça, les cartouches film qui se mettent là-dedans n'existent plus. Il faut faire un bricolage, je sais plus quoi, mais enfin, ça n'existe plus. Donc, je me suis dit, bah, ça me fait vraiment envie ce petit appareil, ce qui a complètement chamboulé mes plans de test, puisque bah, ça va faire plus d'un mois, et je l'ai encore, puisque je le garde. Et donc, j'ai fait une autre pellicule en plus des deux que j'avais déjà fait. Je l'ai fait en France, puisque je suis allé en Vendée, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Donc, aux deux pellicules hectare, l'hectare 100 et la Color Plus 200, il faut ajouter une pellicule Fujifilm C200, que j'ai donc testé. J'ai mis toutes les photos en fin de vidéo, sauf quelques-unes de famille, trucs comme ça, privés, mais j'ai mis plus de 200 photos à la fin, donc si tu veux regarder, c'est tout à la fin. J'ai mis aussi bien les bonnes que les mauvaises pour donner une idée de ce qu'on peut sortir de cet appareil. Voilà. Donc, maintenant, je vais te parler plus en détail de ce que fait l'appareil, mais sincèrement, c'est un appareil qui me plaît énormément, et même s'il n'était pas tombé, je l'aurais certainement acheté. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu l'achetais chez Digiphoto, eh bien, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, qui est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Je te remercie énormément parce que ça m'aide beaucoup. Continuons. Alors, la première impression, quand on le voit, on a l'impression que c'est un peu du plastique, mais en fait, c'est pas du plastique, c'est un alliage de magnésium. La chute prouve que c'est costaud, hein, ok. C'est bizarre, il y a trois styles de texture. Il y a une texture ici, une texture derrière, une texture ici qui est différente. Un truc que je trouve horrible visuellement, c'est cette vis sur le capot de la pile. Mais je pensais que ça allait vraiment gêner dans la paume de la main. Et en fait, non, ça ne dérange pas. La taille est petite, 127 mm par 52 d'épaisseur et 78 de haut. Donc, ça tiendrait dans une poche. Et sincèrement, ce look rétro est vraiment sympa. Alors, c'est un appareil qui est complètement automatique, mais tu vas choisir les automatismes que tu veux utiliser. Parce qu'il y a plusieurs types d'automatismes. D'autre part, il y a aussi la possibilité de la mise au point, qui n'est pas autofocus, mais mise au point par zone. Mais tu vas devoir indiquer à quelle distance tu te trouves de ton sujet. Il y a des petites LED ici aussi, c'est indiqué des distances dessous. Mais ça marche très très bien. Alors, quand on dit ouais, mais c'est tout automatique, c'est-à-dire que tu ne peux pas choisir ni ta vitesse, ni ton diaphragme. Les ISO, oui, mais pas le reste. Mais sincèrement, quand tu vois les résultats de l'exposition qui, pratiquement sur toutes les photos, sont corrects, sincèrement, je pense que ça évite de se prendre la tête. C'est vrai, ça fait anti-photographie traditionnelle ou photo fait en manuel. Mais celui qui veut s'amuser, ça va vraiment lui plaire. Et c'est ce que je dirais, c'est un appareil qui est vraiment ludique. Alors, comme tu as peut-être vu dans l'ouverture de la boîte, on regarde là, tu vois que l'espace qui correspond à la taille de la photo est en fait un demi-cadre. Au lieu d'être du 24-36, c'est du 24 par 17 mm. Donc, c'est ce qu'on appelle un demi-cadre. Okay, donc, avantage, ça va te permettre sur un film de 36 poses de faire 72 poses, 72. Il y a quelques inconvénients qu'on verra après. Autre chose importante, si j'ai oublié de le dire, comme tu peux voir, eh bien, cette photo est donc verticale. C'est-à-dire que quand tu fais la photo, eh bien là, quand ton appareil est horizontal, tu as la photo qui est en verticale. Quand tu as une photo horizontale, il faut le mettre comme ça. Est-ce que c'est un problème? Non, pas du tout. Ok, vraiment pas du tout. Alors, si on parle de l'objectif, c'est une formule optique
qui apparemment, j'ai fait quelques recherches, correspond à un objectif qu'avait fait Pentax de l'année 1994, pas 2094, hein, 1994, c'est du passé, hein, c'est pas du futur, ok. Donc il a 3 éléments en 3 groupes, une focale de 25 mm, ce qui correspond en plein format, donc en 24-36 à du 37 mm. Et là, petite critique à Pentax qui indique que l'ouverture maximum est de 3.5, ce qui est bien, je ne demande ni du 1.4, ni du 2.8, ni rien, 3.5 c'est bien, mais il n'indique pas l'ouverture la plus fermée. Donc j'ai fait des recherches et apparemment ça serait f16. Pourquoi je réclame ça? Parce que comme ça, tout ça est automatique. On verra après qu'il y a la vitesse d'obturation peut avoir certaines limites. Eh bien, ça serait bien d'avoir cette information pour justement, suivant la pellicule que je vais mettre, la sensibilité, peut-être qu'il y a des fois l'obturation ne va pas être suffisante pour ne pas surexposer. Et ça aurait été cool de savoir que ça allait jusqu'à F16 ou à F11 ou F32. Donc ça serait bien de l'indiquer, sans que j'ai besoin de faire des recherches. Donc les gens pourraient faire le calcul tout de suite. L'objectif a un obturateur central, donc l'obturateur est dans l'objectif. Et la mesure de lumière se fait ici, il y a un petit point qui est dedans, qui sera donc sous le filtre, si tu mets un filtre. On verra après pourquoi c'est recommandable d'utiliser un filtre. Donc la mesure sera correcte. Si on regarde le dessus, là on indique les ISO, ici il y a le viseur qui est là, on va juste en parler. Là le bouton des modes automatiques, donc il y a différents modes, ceux qui sont en blanc correspondent à la lumière naturelle, ceux qui en bleu c'est automatique, et ceux qui sont en marron correspondent avec l'utilisation du flash qui est ici, ce petit flash. Après, il y a le levier pour armer tout ça, l'interrupteur, tout ça. Compensation ici, donc à partir du moment où il y a compensation, il faut avoir quand même quelques connaissances photo pour savoir quand il faudrait compenser ou pas. Mais enfin bon, il faudra bien apprendre à jouer un petit peu. Si on parle du viseur, alors le viseur, c'est un viseur qui est optique, mais qui ne passe pas par l'objectif. Ça veut dire qu'à l'intérieur, tu as 2 cadres, puisque suivant la distance à laquelle tu vas être, eh bien, il y a une erreur de parallaxe à corriger, donc tu choisiras un cadre ou l'autre. Donc c'est important de le savoir. Ici, sur l'objectif, tu vas choisir la distance pour la mise au point par zone. Alors depuis une fleur qui serait du macro, en passant par découvert du proxy, un sujet, une personne, plusieurs personnes, une montagne. Mais ici, tu as aussi les distances qui sont indiquées en pieds et en mètres dessous. Donc ça va te permettre de viser, de faire la mise au point à la distance correcte. Après, c'est assez simple. Donc, je vais te donner quelques petites informations techniques en plus. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment configurer tout ça parce qu'il y a une notice technique. Si l'appareil t'intéressait, c'est vraiment très simple à utiliser. Si je l'utilisais, c'est pas compliqué, hein. Ah oui, alors le viseur, il couvre environ 80% de ta photo. Donc, c'est un petit peu approximatif, tu vois. Mais bon, moi, je n'ai pas vraiment eu de problème, sauf si tu faisais des cadrages super serrés ou ouais, je sais pas, mais bon, je n'ai pas vraiment eu de problème. Alors, il y a un interrupteur qui est là, et là, il y a 2 petites lumières LED qui sont utiles parce qu'en fait, tu vas avoir des indications. Par exemple, si tu es en macro, ça clignote d'une manière. Si tu as oublié d'enlever, alors je vais éteindre, je vais rallumer, hein, tu vois. Là, ça clignote en bleu, ça m'indique en fait qu'il y a un problème de sous-exposition. Oui, le bouchon est mis. Donc j'ai fait 2-3 photos avec le bouchon parce que je me suis dit, oh, pourquoi c'est en bleu, parce que je n'avais pas bien lu le mode d'emploi, donc il faut lire le mode d'emploi. Si tu as oublié de... voilà, j'étais là en automatique, mais si tu as oublié de mettre d'armer par exemple, eh bien ça va te l'indiquer, ça va clignoter d'une manière ou d'une autre. Donc lis bien le mode d'emploi, ça explique où sont ce que veut dire ces lumières LED qui s'allument en orange et en bleu. Si on regarde la distance, eh bien il y a depuis infini, 3 mètres, 1m70, 1m20, 50 cm et 25 cm. Alors quelquefois on dit ouais pour faire du macro 25 cm, mais comment on sait si on a 25 cm? Regarde ce truc, ça mesure 25 cm. Donc la photo de la tasse, là tu vois, j'ai mis à toucher la tasse et après j'ai lâché, j'ai fait ma photo. Et le selfie, je me suis mis sur 50 cm et je me suis mis comme ça fait juste 50 cm et la mise au point est parfaite. Donc c'est vraiment très cool, c'est facile à utiliser, ok? Alors, l'obturateur, la vitesse d'obturation, c'est le petit point noir que je veux commenter parce qu'il faut bien faire attention à ça. Mais sinon, pour l'instant, dans ce que j'explique, c'est très cool. Alors, les ISO, tu vas les fixer ici, tu appuies sur ce bouton et tu vas pouvoir bouger la roue. Je rappelle que les ISO, c'est pas comme en numérique où tu changes quand tu veux. Simplement, tu vas garder les mêmes ISO pour toute ta pellicule. Et là, il y a un problème. Quel est le problème?
D'abord, tu peux aller depuis 50 jusqu'à 3200 ISO. Il existe des films de ces sensibilités. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que l'obturation, en plus du mode bulbe où tu laisses appuyer, bah, la photo se fait tant que tu ne relèves pas le doigt. Mais il y a le problème de l'obturateur normal qui va depuis 4 secondes jusqu'à 1/350e de seconde. Avec une pellicule de 100 ISO, il n'y a aucun problème. Avec 200 ISO, en pleine lumière, tu es vraiment dans l'exposition supérieure à la limite du surexposé. Et à 400 ISO, c'est clair que tu vas surexposer. Donc ça veut dire que si tu mets un film de 400 ISO ou plus, tu vas en plein soleil, à midi, bah, tu vas surexposer tes photos. Donc là, il faudra mettre un filtre ND de 2 ou 3 stops. Et tu le vises là, la taille c'est 40,5 mm. C'est pas très standard, mais on les trouve quand même. Hein. Donc un filtre ND pour couper la lumière. Et donc là, tu as un choix. Si tu ne veux pas utiliser le filtre, ben moi, je me limiterai à utiliser des films de 100 ISO. Par contre, si tu veux aussi faire de l'intérieur assez souvent et pas avoir systématiquement recours à un trépied ou au flash, eh bien, je prendrai du 400 ISO. Mais sache qu'en plein soleil, ben là, ça va surexposer. Donc, il faut absolument que tu mettes un filtre ND. C'est dommage, moi je pense que l'obturateur aurait dû arriver au grand minimum à 1/500e de seconde et si possible à 1 millième de seconde. Je ne comprends pas qu'offrant toutes ces possibilités d'ISO, ils aient limité à 1/350e de seconde l'obturateur. Alors bon, heureusement il y a quand même un filetage pour mettre le filtre. Mais sinon, bah, c'est pour moi le seul point noir de l'appareil qu'il faut bien que tu penses quelle pellicule tu vas mettre parce que 72 photos pour des vacances par exemple, c'est long. Ça veut dire que bah, tu peux être le soir, tu peux être dans la journée et des fois, bah, il va y avoir des problèmes d'exposition. Donc n'oublie pas l'idée du filtre. Si tu prends un film de 400 ASA, ok, 400 ISO, c'est important. Alors autre point, il y a plusieurs modes. Il y a un mode qui s'appelle bokeh, qu'en fait, ça va mettre le diaphragme, l'ouverture maximum de 3.5 pour avoir un flou derrière ton sujet le plus important possible. Et là, ça va être pareil, tu risques d'avoir une situation de surexposition. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important d'avoir un ou deux filtres ND, 2 stops ou un 3 stops par exemple, et un 6 stops, suivant ce que tu veux faire, suivant la situation de lumière et tout ça. Et surtout, fais-toi une petite table de calcul ou cherche la méthode Sunny 16, comme elle s'appelle, pour pouvoir estimer tout de suite s'il va y avoir un problème de surexposition et quand mettre le filtre ou quand ne pas le mettre. Ça, c'est important. C'est pour ça que ça aurait été très bien que Pentax communique que ça allait jusqu'à F16, parce que ça se trouve, tu penses que ça va jusqu'à F22 ou F32, et ça t'inquiète pas trop. Donc si ça va vraiment jusqu'à F16, ben oui, tu verras, suivant la méthode Sony 16, ben, dans pas mal de situations, si tu as un film 400 ou 800 ISO, ben, ça va être un problème. Voilà. Donc n'oublie pas, avec un appareil comme ça, il faut jeter des filtres. J'aurais pu les inclure, surtout à ce tarif. Alors l'avantage du demi-cadre, donc 17 par 24 ou 24-17, c'est que bah, tu vas avoir 72 photos. Mais l'inconvénient, alors il ne faut pas oublier ça, contrairement au numérique, en numérique tu peux agrandir tes photos, il y a une interpolation qui se fait et en général il n'y a pas de perte énorme, tu peux vraiment agrandir pas mal, il ne se passe pas grand chose. En argentique c'est différent. En argentique, à partir du moment où tu agrandis 5 fois le négatif, tu commences à avoir une perte sérieuse. C'est pour ça, quand on voulait une grande qualité, on utilisait du grand format ou du moyen format et non pas du 24-36 ou du demi-format. Mais quand tu agrandis tout, ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est-à-dire, si tu as une poussière, elle est plus grande, et si tu as du grain, eh bien, le grain, il est plus grand. Ça veut dire que si tu veux une photo avec peu de grains, il faut vraiment que tu prennes une pellicule de grains très fins, qui en général sont plus chers, et souvent des ISO de l'ordre de 64, 50 ou 100 ISO et non pas te mettre dans du 400 ou du 800. Si là tu mets une Portra 800 là-dedans, quand tu vas agrandir la photo, il y a plein d'endroits où ça va ressembler à une pizza. Alors évidemment, si tu regardes de loin, c'est pas grave. Par contre, si tu vas regarder sur ton écran, tu vas dire, oh, il y a du grain qui est important. D'ailleurs, sur les 3 pellicules que j'ai faites, eh bien, on voit que la pellicule Hectare 100, qui est une pellicule chère, qui a un grain fin et tout ça, les résultats sont bien meilleurs que sur la Fuji C200 ou la Color Plus 200, qui ont un ISO plus élevé et un grain qui est moins fin. Donc, la qualité n'est pas la même. Mais on va revenir là-dessus sur la notion de qualité quand on parle de ce genre d'appareil. Mais n'oublie pas ça. Si tu voulais faire de grosses économies en mettant des pellicules pas chères,
Ouais, à l'arrivée, ça va se voir. Ça va se voir. Alors, parlons de la qualité d'image. Bon, l'objectif, c'est un objectif moyen, c'est pas super net, ok? C'est un truc normal. Mais je crois qu'il faut revenir dans le contexte. Donc, et je m'inclus là, quand j'ai lu les premières spécifications ou spécificités, ma caractéristique de l'appareil, moi j'ai dit, c'est quoi ça? Et en l'utilisant, je me suis dit, ben non Eric, non, c'est ça en fait. En fait, c'est ça. Cet appareil, c'est ça. Retourne en arrière. Quand tu avais 12 ans, ce qui t'amusait, c'était de faire clic et d'avoir un souvenir. Quand ta grand-mère, qui avec son informatique partait en voyage et revenait avec ses photos, elle ne voulait pas savoir de photographie, elle voulait avoir un souvenir. Donc en fait, cet appareil, c'est un appareil souvenir. La grand-mère à côté du monument, les copains, un monument, peut-être une vue, peut-être un truc comme ça. Mais la qualité n'est pas la priorité. Ce qu'on veut, c'est le souvenir. Non seulement la qualité n'est pas la priorité, mais en fait, même l'apprentissage, celui qui utilise ça ne veut pas un super appareil. Il y a des gens qui vont dire ah ouais mais pour ce prix-là, tu aurais un Nikon FM2 avec un objectif ou un truc comme ça. Non, ce n'est pas du tout le même public. En fait, c'est le même public que l'Instax. Quand moi j'ai fait ces photos en Instax, ce qui m'a plu, c'est le moment instantané, le souvenir, l'instant. C'est en aucun cas une recherche de qualité maximum. C'est pour ça que moi j'explique bien, celui qui cherche la super qualité d'image, c'est pas ça, il faut qu'il achète autre chose. Par contre, celui qui veut s'amuser, ou quelqu'un qui dit bah moi je voudrais faire l'argentique parce que j'adore ce look, j'adore peut-être faire mon tirage sur le papier, demander au magasin au labo qu'il me le fasse sur le papier, tout ça pour voir les photos en main et tout ça, j'ai envie de ça, mais moi j'ai pas envie d'apprendre des trucs de photographie ou vraiment le minimum. C'est pour eux cet appareil. C'est pas pour le monsieur qui veut ses calculs mentaux d'exposition, de machin, de cela, de ceci. C'est pas le public. Donc, comme appareil de loisir, d'amusement, de souvenir, c'est un super appareil. Compare 36 photos, ouais, 72, ah, tu vois. Donc, il faut bien comprendre que même si j'expliquais l'histoire du grain et tout ça, j'explique pour ceux qui cherchent de super résultats. Mais celui qui veut de l'amusement, du souvenir et tout ça, c'est pour eux cet appareil. Donc, est-ce qu'on peut être exigeant sur la qualité? Eh bien, je crois que d'ailleurs, s'ils avaient fait une meilleure qualité, il y a des gens qui diraient ah ouais, mais c'est comme mon smartphone. Tandis que là, tu vois la photo, tu dis ah ouais, elle a une gueule différente. Ouais, la gueule différente, c'est qu'elle n'est pas aussi bonne en qualité d'image. Ah ouais, mais j'aime bien, ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Et c'est exactement ça. Quand j'ai vu ça, mes souvenirs d'enfance. Et c'est bien ça. Donc la qualité n'est absolument pas une priorité, sinon l'amusement, le souvenir. Et c'est là que je pense qu'ils ont une super idée. Alors, j'ai donc fait plus de 200 photos avec cet appareil. Tu verras à la fin, il y en a certaines qui sont vraiment nulles, mais pas à cause de l'appareil, mais à cause de moi, parce qu'au début, je croyais que j'allais avoir qu'une semaine pour tout faire. Donc, je faisais des photos de tout et de rien, simplement pour voir si c'était droit, la distance, le machin, le cadrage et tout ça, connaître l'appareil. Donc, ces photos, elles sont là quand même, mais elles ne sont pas terribles. Puis après la chute, je dirais, je me suis relaxé, j'ai pris plus de temps de m'amuser, j'ai fait des photos de Dakota, ma chienne, de ma fille. D'ailleurs, j'ai mis le flash. D'ailleurs, si tu utilises le flash, n'oublie pas de mettre un petit peu de compensation parce que si tu es prêt, le flash, il a vraiment du caractère hein, et ça crache bien. Quand tu as contre-jour, marche très bien. Alors, le selfie que j'ai fait, j'ai mis le flash, ça donne, c'est nickel. J'ai filmé aussi avec le doigt qui pointe vers le soleil et là tu vois que ça compense sans problème, le flash est bienvenu. Donc c'est vraiment un appareil qui m'a surpris et les résultats sont vraiment pas mal, pas mal. Alors attention, faut bien que tu comprennes un truc. Cet appareil, c'est un appareil pour s'amuser. D'ailleurs, là, quand je suis parti en France, j'ai emmené mon Fuji X100 Mark VI et celui-ci, rien de plus. Et j'ai fait des photos de temps en temps, pam pam pam, pour essayer, voilà, ramener des souvenirs. C'est une caisse à souvenirs. Et sincèrement, alors évidemment, il y en a qui vont l'utiliser dans des projets artistiques. Des gens qui ont fait une série de portraits ou de la photo de rue. Tu sais qu'un mec qui est créatif, il va utiliser depuis le truc le plus basique jusqu'à l'appareil le plus avancé. Il y a de tout là-dedans. Hein. Mais voilà, je pense que ce qu'il faut bien oublier, c'est que tu es photographe, si tu l'es. Ça, c'est pas un appareil photo pour le photographe pointu qui veut mesurer. C'est un truc pour s'amuser. C'est pour ça que
la réaction de beaucoup au départ, dont la mienne, c'était mais c'est quoi ce jouet? C'est débile. Et après, tu l'utilises et tu te rends compte que tu t'amuses vraiment avec. Tu t'amuses vraiment. Donc, je pense que j'ai compris un peu après pourquoi certains youtubeurs avaient dit mais non, non, il est vraiment super cet appareil, il est vraiment pas mal, je m'amuse énormément. Et beaucoup de gens pensaient mais attends, mais il est débile, le mec, normalement il a des super appareils incroyables et tout ça. Et puis là, avec un jouet, il dit qu'il s'amuse. Ben oui, ben, je comprends, parce que je l'ai utilisé. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Ben, évidemment, tu pourrais prendre un truc beaucoup plus avancé pour le même prix, hein, d'une autre époque aussi, hein, d'occasion. Mais si tu regardes au niveau réflexe et tout ça, il y a plein de trucs, mais il faut avoir plus de connaissances. Si on parle au niveau point and shoot, ben, si tu regardes un Olympus Mu, ben, ça coûte la peau des fesses, et il y a de l'électronique, ça peut tomber en panne d'un moment à l'autre. Ça coûte énormément cher parce que les mecs sont devenus en dingue avec les tarifs. Si tu regardes, ben, il y aura l'option d'un Pen F d'Olympus qui avait aussi un demi-format. Mais tu as des objectifs interchangeables, mais un kit complet, ça va te coûter plus de 1000 euros. Donc j'en pense qu'il est arrivé, il est sur le marché, c'est un produit qui est assez unique en fait. Et je pense que ben, c'est complètement recommandable de l'emmener avec toi comme deuxième appareil, souvenir, t'amuser, tiens, ben, je ramène les photos argentiques, voilà. Ouais, il y en a peut-être qui vont l'utiliser 3 fois, ils vont le revendre, c'est possible aussi, hein. Mais je pense que, bah, comme n'importe quel appareil en fait, hein, beaucoup de gens achètent le petit compact pour leurs vacances, puis ils ne le réutilisent jamais. Mais non, je crois au contraire, celui-là, tu peux l'emmener à une fête, un anniversaire, une promenade. Tu n'es pas obligé de faire toutes tes 72 photos dans la même journée. Tu peux le faire sur ton mois ou sur 2 mois, hein, c'est pas un drame si tu veux. Donc je pense que oui, je suis surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je pense qu'il faut bien comprendre ce que c'est. Celui qui dit ah ben j'ai un appareil argentique complet pour ce prix, non, c'est un appareil argentique automatique. N'oublie pas ça. Mais quand on l'utilise, c'est vraiment très sympa, très amusant à utiliser. Donc pour moi, il est complètement recommandable. Voilà. Alors séduit, tu as envie de l'acheter? Eh bien je te laisse en description un lien d'où est-ce que tu peux l'acheter. Bah, tu as deviné, hein, chez Digitphoto. Donc, je vais dire merci à Digitphoto de me l'avoir prêté. Ah non, non, c'est plus après, parce qu'il est tombé. Enfin, je suis vachement content qu'il soit tombé. Donc, bah oui, merci. Donc, bah, je l'achète. Voilà, c'est ça, c'est confirmé. Hein. Je n'ai pas encore payé d'ailleurs. Enfin bon, j'ai dit que je l'achetais. Hein. Voilà. Donc, merci Digitphoto de me l'avoir passé. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Mais je dis merci à mon sponsor Arvia, école de photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie. Il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Ils vont dire ce qui va, ce qui ne va pas et tout ça. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof. Ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ et tout ça. Mais le mieux, c'est que tu parles avec Arvia, tu les appelles, le téléphone est gratuit, ça serait vraiment sympa de dire que tu appelles de ma part, toujours cool. Et ils t'expliqueront tout ça tu leur expliques pourquoi tu voudrais te former. Ils t'orienteront vers la formation la plus adaptée à tes envies et tes besoins. Alors, ils parleront aussi des tarifs, mais je peux te parler de la manière de le financer. Alors, il y a ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est-à-dire tu as l'argent, tu payes, comme tout ce qu'on fait, ou souvent on achète, voilà, produits, services. Après, il y a une autre option. Peut-être que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, Ex-Pôle Emploi. Tu expliques que tu voudrais faire cette formation, pourquoi tu veux te reconvertir à la photo, et il t'expliquera comment financer ou cofinancer ta formation, indique celle d'Arvia évidemment. Et après, il y a ce qu'on appelle en France, si tu es en France ou tu as travaillé en France, ce qu'on appelle le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions. Si tu voulais te former une fois à la retraite, il est bien important de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. Par contre, si tu t'es inscrit avant de partir, tu pourras faire ta formation une fois à la retraite. Autre point important, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle est appliquée que depuis le 1er mai 2024. Et c'est une très bonne nouvelle parce que les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche, et finalement ils n'ont à payer que 100 € en plus du petit pécule qu'ils ont accumulé. Donc c'est une grande opportunité de te former à la photographie. Donc je te laisse le téléphone de Arvia qui est gratuit, le site web
un lien et leur email, alors un lien vers leur site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Harvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichjou.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo erichjou.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi un lien de tout mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achetais chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Gibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo qui est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Je te remercie beaucoup parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Saint-Marc et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!